Salut, vous êtes sur Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus. L'émission intersyndicale qui regroupe donc les principaux syndicats étudiants et syndicats de salariés de l'université. Bon, l'université Lille 1, mais pas seulement. On va commencer par se présenter pour le coup. Alors, Benoît, de la CGT Lille 1. Moi, c'est Yvan, de Sud étudiant Lille. Donc, cette semaine, il n'y aura donc que Sud et la CGT. Il faut dire et rappeler quand même que cette émission est en partenariat, c'est un partenariat entre Sud étudiants, la CGT, Lille 1, l'UNEF et la FSU. Ouais. Et voilà, ils nous rejoindront dans les prochaines semaines. Chacun aura son émission aussi prochainement en alternance. Et pour le moment, on préfère se rencontrer ensemble et entamer les débats ainsi. Et même si on n'est pas nombreux, c'est encore l'occasion pour rappeler à chacun et à chacune la nécessité de se syndiquer. Et voilà. Oui. Et donc le programme pour aujourd'hui ? Alors, on peut se souvenir que la semaine dernière, on avait rapidement dressé un tableau des mobilisations à venir dans l'enseignement supérieur. On avait notamment parlé du conseil d'administration commun des 3 universités lilloises qui avait lieu au moment même de notre émission, qui a dûment été envahi du coup par nos 2 syndicats respectifs, la CGT et Sud étudiants. On peut rapidement raconter un petit peu comment ça s'est passé. Oui, voilà, on s'est retrouvés ensemble vers 13h, 13h30 devant le bâtiment de Polytech. Et ensemble, on a donc tracté auprès des gens qui se rendaient au conseil d'administration. Et ensuite, on s'est permis de venir donner notre avis directement dans la salle du conseil. Voilà, donc on leur a fait lecture de notre tract, de nos revendications par rapport à la fusion, par rapport à l'IDEX, dont on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, et même la semaine d'avant aussi. Mais il faut quand même dire que c'est quelque chose d'important qui arrive à notre université, et c'est des choix qui sont pas anodins pour l'avenir des universités en général. C'est sûr, surtout quand on parle de la fusion à venir, notamment aussi de la commune, enfin tout ça on a déjà assez dégrossi. En tout cas, du coup, cet envahissement de conseil d'administration commun, ça a été un peu l'occasion de perturber en somme le bel entre-soi de ces universitaires qui vont décider sur un coin de table de l'avenir de l'enseignement supérieur d'environ 60 000 étudiants sur la métropole. Enfin, bon. Oui, mais donc ça, au niveau de la fusion, effectivement, c'est des problèmes pour les étudiants, on va le rappeler, des problèmes de délocalisation de formation, mais c'est aussi des problèmes pour les personnels aussi, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés au niveau du régime indemnitaire, au niveau des mobilités forcées. Voilà, c'est vraiment rien d'évident pour personne là-dessus. Non, c'est sûr. Du coup, à cette occasion, vendredi dernier avait lieu une mobilisation nationale sur l'austérité, je vais y arriver, dans l'enseignement supérieur. L'occasion donc de faire part de revendications beaucoup plus larges sur alors les étudiants qui n'ont pas réussi à s'inscrire à la fac, les TD surchargés, les conditions de travail qui se dégradent aussi bien pour les étudiants que pour les personnels. On a eu l'occasion d'en parler. Du coup, vendredi soir avait lieu à Grand Place, aux alentours de 18h30, un petit rassemblement à cette occasion à Lille. On n'a pas... Alors, on peut rapidement dresser un petit compte-rendu de ce rassemblement. Non ? Si, dressons un compte-rendu du rassemblement. Moi, je n'y étais pas, donc, non, c'est vrai. Tu es le seul à pouvoir le faire. Oui, en effet. Du coup, on s'est retrouvé à une petite centaine de personnes des organisations qui appelaient, pour rappel, alors les 4 syndicats qui appellent à cette émission, mais aussi des associations plus politiques comme l'Union des étudiants communistes ou les jeunes écologistes. On s'est retrouvés donc, et on a enterré l'enseignement supérieur. Joyeux. Ah oui. Non mais... On a vraiment, pour le coup, on avait un joli cercueil, tout de noir vêtu. Nous étions nous-mêmes tout de noir vêtus avec nos petites bougies. Vous n'avez pas creusé dans la Grand Place quand même. On a failli faire. Ah. on a hésité, je sais pas, à inhumer à l'intérieur de la fontaine le cercueil spécialement dressé à cet effet. Oui, une manière un petit peu symbolique de parler justement de la dégradation et même peu à peu de la mort, tout simplement, de l'enseignement supérieur. De notre point de vue, en tout cas, dans l'enseignement supérieur qui serait à la fois ouvert à tout le monde,
qui serait à la fois émancipateur, gratuit, laïque, enfin beaucoup de choses qui sont pas mal remises en cause par les temps qui courent, notamment par ceux qui nous gouvernent, mais enfin bon. Oui, donc qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui dans l'enseignement supérieur ? D'abord, régler les problèmes actuels sur les capacités d'accueil. C'est les capacités d'accueil, mais les capacités d'accueil, je vais revenir sur les personnels puisque c'est plutôt mon rayon à la CGT. Oui. Ça a des conséquences aussi pour les personnels, pour les enseignants qui se retrouvent avec des TD surchargés. C'est aussi un problème. Et voilà quoi, il faut aussi donner les moyens aux étudiants pour étudier par définition et pour étudier sereinement via les Crous aussi, plutôt que de construire des résidences qui fonctionnent avec le privé. Ici, on l'a bien vu sur le campus. De rénover les anciennes qui souvent des années 60 ou 70 n'ont jamais tellement été rénovées. Sur l'île 1, c'est assez flagrant. Là, au niveau de la rénovation, je crois qu'on peut, voilà quoi. Il y a les résidences. Parlons des bâtiments. Alors que hier soir, j'ai lu un truc super intéressant. Alors. C'était notre ministre, donc Thierry Mandon, qui était à un truc sur l'écologie et l'université. Enfin, voilà, ils ont fait une petite fête. Oui, c'est à la mode ça avec la COP21 en ce moment. Et donc ils étaient contents. Voilà, c'était exactement ça. C'était dans le contexte de la COP21. Et donc ils nous ont fait un truc mais en dehors du monde en fait, parce que ils se rendent pas compte de l'état des résidences, de l'état des bâtiments, et donc avant même de lancer le moindre projet ici, on sait que l'université lance des projets sur l'écologie. Avant de lancer le moindre projet, de construire des nouveaux bâtiments zéro carbone, qu'on rénove ce qui existe, qu'on isole, mais rien n'est fait à ce niveau-là en fait. Non, c'est sûr. Donc on va lancer une petite chanson et Jean Ferrat, la porte à droite, tout de suite. On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit tu comprends, tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule, on va pour commencer supprimer la pilule. Ensuite il faudra bien flitoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine, et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats pour conserver celui qui plaît au patronat.
La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver, qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays, si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi. Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite, qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81. Voilà, c'était Jean Ferrat, la porte à droite. Vous êtes toujours sur Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus, avec toujours en ce moment la CGT et Sud étudiant. À l'instant même, nous parlions de l'état des résidences universitaires lilloises. Les résidences universitaires lilloises qui se font un peu des titres de noblesse dans la presse, souvent par leur état complètement déplorable. Il se trouve qu'on a avec nous Charlotte qui habitait pendant toute une année à la résidence Maupassant qui se trouve au niveau de Porte de Douai, juste derrière l'université Lille 2 pour ceux qui peuvent se situer, et qui peut nous faire un petit témoignage de comment ça se passe dans ces résidences. Ah, mais dans ce cas-là, mais que dire, entre le toit qui s'écroule, l'eau qui ne marche pas un jour sur deux ou les coupures d'électricité de façon permanente. Enfin, disons qu'on a un bon bilan, ça prend souvent du temps à en parler en réunion avec le directeur quand on en avait un, puisque en ce moment il n'y en a pas à la résidence Maupassant. Ce qui est toujours assez sympathique quand il y a un problème à l'intérieur. Ça a été l'occasion un petit peu... Enfin, vous avez l'impression que vos éducations elles aboutissent quand vous avancez quand vous avancez un petit peu vos plaintes envers le directeur de la résidence ou pas ? Pas vraiment, non. Alors il se trouve qu'en plus vous avez été reçu récemment, j'ai cru comprendre, par la directrice du Crous du Nord-Pas-de-Calais tout de même. La vice. La vice-directrice ? Oui. Alors, et ça a été un peu pareil ou... On va voir ce qu'il en est, comme d'habitude des promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc on va voir ce que ça donne, mais bon. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui attendent d'être rénovés à cette résidence, non ? Oui. Ah oui, parce qu'en plus, il faut savoir que le bâtiment dont le toit s'est écroulé était un bâtiment qui vient d'être rénové. Ah voilà. Donc c'est toujours sympa de voir à quel point c'est bien fait. Et oui, il y a encore effectivement toute une partie du bâtiment qui n'est pas rénovée, où les portes ne ferment pas, où il y a également des problèmes d'insalubrité, comme dans à peu près toutes les résidences à Lille. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait parler de celles de Lille, qui sont assez pas mal en la matière, justement célèbres par leur cafard. Un peu l'emblème national de toutes les résidences universitaires lilloises. Par leurs fenêtres aussi. Aussi. En termes d'isolation, ça reste assez désastreux. Et les réponses dont on a l'impression qu'elles sont apportées par le Crous, c'est juste fermer les portes à cause du plan Vigipirate. Comment ça se passe ? Mais peut-être il conseille aussi de mettre des chiens, tu sais, les trucs moches qu'on met devant les boudins moches qu'on met en dessous des portes là, pour pas que l'air y passe. C'est une solution aussi. Il faut le mettre dans la liste du matériel, du trousseau du futur étudiant, tu sais, qui se prépare à venir à l'université. Ouais, le petit bricoleur en quelque sorte. Voilà. Non, c'est un peu ça. Quand justement, ces résidences, c'est limite plus des dortoirs mal foutus que des résidences. L'étudiant, il habite pas sur son campus, en fait, il survit globalement. Voilà.
Mais dans le même ordre d'idée, parce que il y a des photos qui me le rappellent, il y a un Tumblr qui a été fait, un Tumblr très bien qui s'appelle Ruines d'université. Exactement. Ça a été fait par Science en Marche, donc j'imagine qu'on peut toujours l'alimenter actuellement, Ah oui, bien sûr. avec des photos de campus, de lieux dans les campus, qui, voilà quoi, complètement délabrés. Il me semble qu'on voit des fenêtres gelées ici sur le campus de Lille 1 dans les résidences universitaires. Tout à fait, ça me dit quelque chose. Bon, alors là, on n'a pas. On va trop montrer les photos, mais ça va. C'est pas facile. Non, mais voilà. Mais c'est quand même assez éloquent, certaines photos qu'on peut trouver sur ce Tumblr. Donc, ruinesduniversité.tumblr.com, je crois. Globalement, ce qu'on voit, c'est quand même un petit peu. Faut se dire, ça a l'air de surprendre plus d'un, mais c'est quand même le quotidien des étudiants, en fait. Juste les tables qui sont cassées, les portes de toilettes qui sont fracturées, ou qui ne sont plus. Ouais, les murs qui sont lézardés. Les amphis qui s'écroulent avec des fois des bassines pour récupérer l'eau qui goutte à travers le toit de l'amphi. Et c'est phénoménal ou pas? Oui, on a même vu des faux plafonds où au bout d'un moment ça goûtait plus, c'est tombé sur les étudiants. Ouais. Et c'était des logements, l'évacuation d'eau des logements au-dessus. Donc vous imaginez ce qu'il y avait dans la flotte, quoi. Mmh. Ça rappelle un petit peu cette anecdote à l'IEP de Lille dans les années précédentes où, suite à une assemblée générale un peu surpeuplée, un amphithéâtre avait craqué. Enfin, le sol s'était ouvert sous le poids des étudiants. Sur un bâtiment qui datait de moins de 15 ans. Hein. Oui, enfin, une rénovation de bâtiment qui datait de moins de 15 ans. Et c'est ça le pire. Et cet amphi a été condamné pendant 6 années pour. La rénovation s'est fait attendre pendant. 6 années du coup. Alors je précise, la légende veut en tout cas que le directeur ait lui-même programmé les fondements de l'amphi pour bloquer la réunion qui avait lieu ce jour-là, pour voter ou non sur le blocus de la fac. Comme quoi, et l'administration recule devant rien pour gêner le mouvement social. Hein. Mais en fait, oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que des sous, on en trouve quand même. Hein. On en trouve quand même, rien que par rapport à la recherche. Il y a un choix qui est fait aujourd'hui en France, quoi, avec le crédit impôt recherche. Il y a, c'est à nouveau, comme le Tumblr qu'on citait précédemment, c'est à nouveau Science en Marche qui a fait une étude sur les sous du crédit impôt recherche, en expliquant que le coût d'un emploi pour une grande entreprise, par an, avec le crédit impôt recherche, le coût pour l'État, c'était de 450 000 € par employé dans une entreprise de plus de 500 salariés. Et dans une entreprise plus petite, on était à 60 000 €. Et tout ça pour des entreprises qui s'appellent Sanofi, qui font des plans sociaux. Voilà, donc et entre 2007 et 2012, c'est 4 milliards d'euros qui ont été dépensés comme ça, 4 milliards d'euros qui auraient pu aller à l'enseignement supérieur et à la recherche publique, qui ont été entre guillemets détournés de leur usage pour aller directement dans les poches des actionnaires, en fait. Vous vous rendez compte, 4 milliards d'euros quand même, ce qu'on pourrait faire pour l'enseignement supérieur. Alors imaginez votre résidence avec 4 milliards d'euros, ça donne quoi? Oui. C'est sûr, mais sans parler de la résidence même, l'an dernier, l'État a ponctionné environ 100 millions d'euros dans le fonds de roulement de beaucoup d'universités françaises, dont par exemple l'université d'Artois, qui est juste à côté d'ici, dont l'État a ponctionné environ 25 millions d'euros d'un coup, 24,7 je crois pour être précis. C'est un peu annoncer la mort d'ici 5 ans de l'université d'Artois, qui est une université de proximité, où vont quand même nombre de fils d'ouvriers qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer un logement à Lille, en fait. Et bon, apparemment l'État n'a pas l'air d'y tenir à cette université. Non, c'est un peu dramatique en fait. Hein. C'est vraiment dramatique. Lille 1, on en a parlé la semaine dernière, il me semble, 50 postes qui ne sont pas renouvelés pour 2016. C'est le dernier conseil d'administration qui en a décidé ainsi, tout de même 50 postes. Je sais pas avec combien d'argent on peut obtenir 50 postes, mais à mon avis 4 milliards d'euros ça ferait l'affaire. 4 milliards d'euros, on renouvelle un... Oh. On est large. Ouais, on est large, de toute façon. Voilà. De toute façon. On va écouter Les Amis de ta femme. Ah oui. Alors, c'est la Java des bons enfants. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas mais c'était la lutte des classes. Un poulet et les invites, il portait une marmite qui était un renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mais les autres poulets vulgaires partent en fragments épars qu'on retrouve sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. Les tenouements et profonds, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement bien l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, tout le pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement problème social en suspens. Les bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place et le vieux d'État, la cassa. Vous êtes toujours sur Derrière la vitrine, émission intersyndicale de Radio Campus. On est toujours avec la CGT et celui étudiant pour le moment. Là, c'était la Java des bons enfants, d'amis de ta femme. Une petite amusette, c'est relativement divertissant, ça parle de flics, globalement. Juste à l'instant, nous étions sur l'état des résidences du Crous, des résidences étudiantes, mais aussi l'état physique, en fait. Les dégradations physiques de l'enseignement supérieur, à savoir les amphis qui s'effondrent, les fenêtres qui se lézardent sous l'effet du gel, et tout. À Lille 1 en ce moment, il y a eu pour tous ceux qui étudient sur Lille 1 sont au courant qu'au centre du campus il y a une maison d'étudiants qui s'appelle la MDE. Alors il se trouve que pendant 6 mois, les toilettes de la maison des étudiants, que certains fréquentent assidûment, puisqu'il y a quand même 600 personnes qui passent sur cette MDE chaque jour en fait, les toilettes du côté filles comme du côté garçon étaient même pas pratiquement inutilisables en fait. À cause d'un côté une porte qui est fracturée, de l'autre côté un rouleau de papier toilette qui est défectueux et du coup plus personne ne peut l'utiliser, ou juste des chiottes qui sont bouchées et du coup on s'épisse sur les pompes. Du coup en ce moment la maison des étudiants à ce niveau-là c'était pas trop la joie. Alors récemment il y a eu un conseil d'orientation élargi au conseil permanent de la maison des étudiants où ces problèmes ont été remontés à la présidence de l'université qui a fait: ne vous en faites pas, elles seront réparées demain. Bon, le conseil permanent, c'était il y a 8 jours quand même. Et au niveau des toilettes, je ne sais pas si elles ont été réparées, mais en tout cas, l'odeur persiste. Donc c'est un problème un petit peu, je sais pas, un petit peu ciblé de ce qu'on peut rencontrer comme résistance aux revendications qu'on peut faire remonter dans les conseils qui sont théoriquement faits pour ça. Et à quel point on peut se retrouver en confrontation avec la présidence qui fait tout pour éviter le conflit en fait. Effectivement. Rien à rajouter sur les odeurs. Non, c'est sûr qu'il faut les avoir vécues, quelque chose comme ça. Non, alors justement, la plupart des associations qui ont été réunies à ce conseil d'orientation et ce conseil permanent mercredi dernier ont trouvé qu'elles en avaient un petit peu marre en fait de passer à l'as au niveau de l'administration de l'université et ont décidé la prochaine fois de se réunir sans l'administration
pour essayer d'aboutir sur des revendications communes afin de les faire remonter après. C'est un petit peu, ce sera un peu comme une assemblée générale de toutes les associations de la maison des étudiants, mais pas seulement en fait. Il y a celui d'étudiants bien sûr en est partie intégrante puisqu'elle dispose d'un local à la maison des étudiants et que c'est un syndicat qui a le bonheur de siéger à ce conseil d'orientation. Il y a des associations ludiques comme des à la carte, des associations d'étudiants étrangers comme ESN, des associations culturelles comme Art and Bast, des associations à vocation écologique comme Coup de pouce. Bon, toutes les associations se sont dit cette fois on va essayer de se réunir sans les micro-gestionnaires du bâtiment A3 de l'université Lille 1 et on va essayer de s'organiser collectivement, même s'il faudra, on envisagera l'éventualité de bloquer le bâtiment administratif. On va s'amuser quoi. Du coup ça se passe le mercredi 4 novembre, c'est dans combien de temps? C'est dans 2 semaines, c'est ça? À peu près. Mercredi 4 novembre, toujours à la maison des étudiants, aux alentours. Il me semble que c'est le soir, alors j'ai plus ça sous les yeux, mais on confirmera ça la semaine prochaine au pire. Il me semble que c'est le soir aux alentours de 18h. Voilà, on vous y attend nombreux. Super. Et je voulais aussi faire un petit rappel parce que ce midi, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation à Air France. Exact. Et donc, ce midi, il y avait des rassemblements un petit peu partout à Paris, mais aussi à Lille, rue Nationale. Comme on est ici, c'était compliqué d'y être, c'est compliqué de vous raconter. On en a un peu parlé la semaine dernière sur l'importance de la lutte et le problème qu'est la répression syndicale dans ce pays. On va chercher les gens à 6h du matin. Même Balkany, on n'a jamais allé le chercher à 6h du matin. Même Pasqua n'a jamais dormi en prison. Même Sarkozy, quand il a fait la garde à vue, la garde à vue, c'était dans le titre des journaux, globalement. Oui, il est peut-être arrivé tôt, mais il est arrivé en voiture avec chauffeur quand même. Oui, certainement. C'est plutôt confort. C'est pas les gens qu'on ira soustraire à leur lit, à leur famille aussi quand même. Il faut avoir conscience de ça. C'est devant leurs enfants que ça se passe, les interpellations pour souvent. Exactement. On retourne leur maison et ils ont aucun. On les appelle des voyous. Ce qu'on peut espérer d'un gouvernement de gauche, c'est pour le moins qu'il s'excuse de cette dérive de langage et qu'on reparte sur un bon pied. S'il y a eu un bon pied un jour avec eux. C'est sûr que plus le temps passe, plus on a du mal à y croire à des excuses, je sais pas moi. Oui, ça, des excuses. Des excuses, il y en a plus. Voilà, à nouveau une petite chanson. Allez, on se fait plaisir, t'as quoi à nous proposer? Mano Solo, c'est sympa, non? Très bien. Allez, viens. Allez viens, nous construirons ensemble la nouvelle déchirure. Ouais, je sais, il y a des trucs qui s'oublient pas. Oh mais moi tu sais, j'oublie rien. Allez viens, et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé. Quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Allez viens, il n'y a qu'à faire semblant de rien. Juste un peu fermer les yeux, rien qu'y croire un tout petit peu. Allez viens, dors dans mes bras, tu vois, y a mille et une raisons pour pas rester seul comme un chien. Allez viens, c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras
blessé, quand tu m'auras griffé, oh, d'un regard trop lointain, quand t'auras tout dit, sans un mot dans l'arrière-salle d'un bistrot. Et c'est toi que je pleurerai demain, quand tout Paris me demandera, et pourquoi t'es plus là? Rester tout seul, putain, mais on a vraiment toute la vie pour ça. Allez viens, laisse-toi faire, on laissera nos casseroles au vestiaire, on ouvrira un peu les yeux, on sentira un peu moins vieux. Et c'est toi que je pleurerai demain, quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Et c'est toi que je pleurerai demain, quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Allez viens. Ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On a été en Urs l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la. On mangeait des Léninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'Internationale. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La 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 la, 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 la 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 la,
êtes toujours sur Radio Campus, l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus. Là, on a eu Mano Solo, alors je me souviens plus du titre Mano Solo. Allez, viens. Allez, viens, tout simplement. Et on va enchaîner sur les Fatal Picard, mon père était tellement de gauche. Bon, ça reste un peu d'actualité, vous entendez à la fin, quand il est parti, la gauche est partie avec lui, on ne sait pas quand elle va revenir, mais en tout cas, on n'y croit pas à moyen terme. On peut parler d'un autre sujet qui concerne aussi bien les étudiants que les personnels de l'université, les transports. Et les transports, et particulièrement les transports en commun, ça nous concerne un petit peu tous, vu que, comme vous l'ignorez certainement pas, à Lille, le réseau de transports en commun est géré par une société, Transpol, qui est une filiale en fait de la multinationale Keolis, dont le chiffre d'affaires, que je n'ai plus sous les yeux, mais que je pourrais certainement retrouver assez facilement, est assez exorbitant. Ce qui n'empêche pas Transpol tout de même d'avoir annoncé il y a maintenant quelques mois qu'elle augmenterait ses tarifs à partir de janvier 2016. Augmenter les tarifs, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire notamment la suppression de la gratuité pour plusieurs catégories, notamment les handicapés et les chômeurs. Et bon, du coup, on ne sait pas trop ce que ça a donné comme nouveaux tarifs. On les a... C'est pareil, je ne les ai plus sous les yeux. J'aurais pu très bien chercher avant de faire l'émission. On va dire que je les ai sous les yeux et qu'ils sont complètement inacceptables. Enfin, par rapport à ça, la politique de Transpol par rapport aux gens qui n'ont de moins en moins les moyens de payer un abonnement ou ne serait-ce même qu'un ticket pour pouvoir faire un aller-retour dans la métropole pour, je sais pas, aller voir le Crous, aller voir justement Transpol pour se payer un abonnement ou quelque chose comme ça. La politique de Transpol, c'est un peu le durcissement de la répression en fait. Comme vous le savez, il y aura bientôt comme en Allemagne en fait, des contrôleurs en civil qui vont apparaître dans les transports en commun. Il y aura bientôt des portiques qui vont être installés à l'entrée de certaines stations de métro d'ici 2017. Ça, c'est au programme. Et c'est sûr que quand on connaît un petit peu Keolis, il se doute pas forcément qu'il y a la moitié des étudiants qui ne peuvent pas payer l'abonnement, beaucoup pour des raisons financières en fait. Enfin bon, c'est sûr que au niveau de ça, c'est pas la joie. Du coup, quelle solution apporter à ce truc-là ? On pourrait parler de la gratuité des transports en commun par exemple. Oui, alors j'avoue que moi, je viens d'une ville où les transports en commun sont juste gratuits en fait. Gratuit comment en fait ? Gratuit en taxant les entreprises en fait. C'est bien ça. Ça marche pas mal, c'est plutôt pratique. Et j'avoue avoir pris une bonne claque dans ma tête en arrivant ici et en réalisant qu'il y avait des bornes pour aller chercher un ticket pour prendre un transport. Mais tu viens d'où en fait ? Parce que c'est un monde merveilleux, c'est un monde lointain sans doute. Non, c'est le sud. Non, ça s'appelle Aubagne, c'est une petite ville près de Marseille où on a des bus gratuits depuis un certain temps qui circulent dans toute la région autour de la ville. Donc tous les petits patelins vu que c'est un peu dans la Cambrousse. Et depuis pas longtemps, on a également un tram qui fait ça. Donc pour l'instant qu'à l'intérieur d'Aubagne, mais ça voulait se développer. Mais c'est incroyable parce que clairement ici on parle du Nord-Pas-de-Calais comme de plus en plus comme la région la plus polluée de France et on a des transports qui coûtent encore très cher. On a des transports qui sont mal foutus en plus. Enfin, l'étudiant qui veut venir sur le campus, qui habite à Valenciennes, il prend le train. Déjà, ça lui coûte bonbon, mais en plus, il prend le train, il arrive à la gare Lille-Flandre, et bim, il se reprend l'abonnement du métro à payer en plus. 9 stations. Alors, l'alternative, il descend à l'Équin, c'est parfait, il y a 4 km, et il n'y a pas un seul mec intelligent qui s'est dit on va mettre un Vélil à l'Équin. Non, ça, ils y ont pas vraiment pensé. Voilà quoi. Évidemment, le mec, il vient pas de la Melle, donc il habite un peu loin. Il a pas payé ses impôts sur l'île, donc il a peut-être pas mérité un Vélil. Mais n'empêche qu'en attendant, ici c'est surchargé. J'ai des collègues qui ont mis 3 quarts d'heure à sortir du campus hier soir en bagnole. Voilà, il faut essayer de réfléchir un petit peu à des alternatives bien et abordables surtout.
Ah, puis pour anecdote, de toute façon, des bornes de vélo à l'équin, il n'y en a pas des masses. Mais Il y en sur a le pas campus, du tout. sur le campus, il n'y en a pas non plus, en fait. Non, non, on peut aller au stade, ils en ont mis, jusqu'au Triolo, ils en ont mis, mais le campus, non. Non, c'est comme s'il y avait personne qui, et surtout parmi la population des étudiants, se déplaçait en vélo. Enfin bon, c'est pareil à l'île 3 d'ailleurs, on marche un petit peu sur la tête de ce côté-là aussi. Il y a que l'île 2 qui est bien équipée de ce côté-là, je sais pas par quel privilège en fait. On est dans la ville. Les étudiants du centre de la ville réussissent à avoir des bornes de Vélier, et ceux qui sont à Villeneuve d'Ascq peuvent aller se gratter en fait. Bon. Voilà. Non, c'est... Et moi, je voulais rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, qui sont employés par l'université, que prendre les transports en commun, ça a un avantage quand même certain, parce que les personnels, eux, ont droit à des remboursements sur les transports en commun. Ah oui ? Oui. Donc, c'est 50% de l'abonnement qui est pris en charge, et on parle prochainement aussi de dédommager, on va dire, les trajets faits à vélo. Ségolène Royal nous a informé que ce serait donc c'est dans la loi, c'était censé être obligatoire pour toutes les entreprises. Mais là, ils sont plus bien sûrs, donc ça devrait plus être obligatoire. Ça serait 25 centimes du kilomètre. Voilà, mais c'est encore loin d'être gagné. Et je crois qu'il y a des associations pro-vélo qui se battent très bien pour essayer de faire passer ce genre de mesures. D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait justifier 10 km qu'on a fait en vélo rapporté Ça, voilà, quoi. J'imagine que si tu es sur un transport multimodal, si tu as un abonnement tous les jours qui t'arrête à l'île Flandre, et derrière tu prends pas d'abonnement de métro, j'imagine qu'ils doivent réfléchir et se dire peut-être il prend un vélo. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais j'espère bien. Voilà. Et on parle. Oui. Oui, tout à l'heure, effectivement, je parlais de la gratuité des transports et des réflexions qu'on peut avoir autour de ça. Comme gratuité des transports comme seule solution face à la hausse des tarifs et la hausse répressive qu'on trouve dans les transports en commun sur la métropole. Il y a un collectif qui s'organise pour militer pour la gratuité des transports à long terme, qui s'appelle la mutuelle des fraudeurs. Alors, faut pas se fier au nom, c'est pas juste une mutuelle de fraudeurs, comme j'ai dit, c'est une mutuelle de gens qui militent pour la gratuité des transports, mais qui, à court terme, propose la fraude comme seule alternative. Et alors, il faut se dire que c'est pas spécifiquement illégal, parce que les amendes, elles sont payées. En revanche, elles sont juste mutualisées. Bon. Par contre, mais du coup, ça n'a pas empêché, malgré malgré le discours qu'ils tiennent, ça n'a pas empêché la mairie et la métropole en l'occurrence de les pourchasser en justice et de les traîner au tribunal il y a 1 an et demi, après avoir perquisitionné la maison de l'un d'eux, d'avoir réquisitionné son ordinateur pour y trouver des documents secrets, et les avoir inculpés pour ranger, je crois, 10 000 € d'amende pour incitation à la fraude qui en l'occurrence tombait sous le coup de la loi, alors que la mutuelle n'appelait pas publiquement à la fraude en fait. Et c'était... Du coup, cette mutuelle, qui existe toujours, se réunit demain. Non, pas demain, en fait. Pas du tout demain, en fait, se réunit ce soir. À 18... Et pourtant, on est en direct cette semaine. C'est exact. C'est même pas différé. J'ai plus l'habitude. Se réunit donc ce soir à 18h à l'Insoumise, rue d'Arras, pour parler justement de ce dont on parlait précédemment, la hausse des tarifs et la hausse répressive de Transpol. Voilà. Oui, tout ça c'est pas très très gai non plus. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter attention la transition, la tristitude, Oldelaf. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent, quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand, quand un copain t'appelle pour son déménagement, et
ça fait mal. La tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la crâne à la voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal. La tristitude, c'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la crâne à moi. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, la tristitude, la tristitude, la tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, oh, la tristitude. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la tristitude. La tristitude, te donne la tristitude. La tristitude, oh non, la tristitude. Vous êtes toujours sur Radio Campus, derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus, avec toujours en ce moment la CGT et SUI étudiant. SUI étudiant, du coup je peux parler au nom de SUI étudiant. Dans l'actualité, la semaine prochaine, on va inviter en conférence un camarade qui nous vient du Kurdistan qui s'appelle Yassine Duman. Le Kurdistan, alors pour info, le Kurdistan, qu'est-ce que c'est ? C'est une région située entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, une région dont les habitants prennent un peu cher par les temps qui courent, coincés entre l'État islamique, et vous savez bien, l'État islamique c'est pas des rigolos, et le gouvernement kurde qui fait tout pour les éradiquer, puisqu'il représente une force d'opposition politique pas négligeable et plutôt gênante à vrai dire pour ce gouvernement.
Donc Yassine Duman qui nous vient du Kurdistan. Parce que là-bas, entre le fait qu'ils se fassent tirer dessus d'un côté par les islamistes, de l'autre côté par les Turcs, ils arrivent quand même à développer des modèles de savoir, de transmission de savoir et même d'université uniques au monde et particulièrement fabuleux. Où là-bas justement, il y a une université dont on peut dire qu'elle est autogérée, l'université de Kramichlo au Rojava. Et le Rojava du coup c'est une région du Kurdistan. Où justement les modèles de transmission de savoir sont pas du tout les mêmes. Enfin, il y a pas de les modèles de pédagogie sont complètement différents. Il n'y a pas tellement de profs, d'étudiants, de sachants, de non sachants. Il n'y a pas de relation verticale de transmission d'un savoir universitaire absolu à des étudiants qui sont là pour le recueillir. Non, ils participent juste dans cette université à l'élaboration d'un savoir collectif en fait. Enfin, c'est une université de sciences humaines. Ils sont là pour le travailler tous ensemble. Et du coup, c'est c'est pour parler un petit peu de ces nouveaux modèles de pédagogie que nous invitons ce camarade qui s'appelle Yassine Duman, qui viendra le mercredi 28 octobre. Au CCL. Alors, le mercredi 28 octobre à la Maison des étudiants, et jeudi 29 à la Maison des étudiants de Lille 1, et le jeudi 29 au Centre culturel libertaire, le CCL du coup, au 4 rue de Colmer, station de métro, porte des Postes. Les deux à 18h il me semble. Voilà. Super. Et voilà. que dire d'autre sur le Kurdistan, on pourrait en dire beaucoup, à vrai dire. Sur le Kurdistan. Oui, c'est une région où, face à toutes les forces réactionnaires, justement d'un côté les Turcs qui sont pas des rigolos, dont le gouvernement de Tayyip Erdogan se revendique comme nationaliste religieux, quelque chose comme ça, et de l'autre côté Daesh, l'État islamique, on a déjà pas mal parlé. En fait, le Kurdistan c'est un peuple très militant en fait, et dont on peut dire d'un point de vue de militant que franchement ils poussent assez loin l'expérience militante. Ils fonctionnent sous un système de communauté communauté autogérée, on pourrait dire autogérée, un petit peu comme les Espagnols le faisaient pendant la guerre d'Espagne en 1936, sur un modèle pas du tout hiérarchique, sur un modèle complètement respectueux de l'environnement et de leur environnement propre, quoi. Et sur un modèle aussi très féministe, et de ce côté-là, ils ont quand même énormément d'avancement, il faut dire, où justement, là-bas, pour la petite anecdote, en fait, là-bas, quand une femme est battue par son mari, c'est pas la femme qu'on écarte et qu'on isole pour la mettre de côté, pour les protéger de son mari, c'est le mari qu'on isole. Et c'est sûr que c'est pas fréquent, ça. Non, c'est sûr. Et c'est la femme qui a le droit de récupérer son boulot, par exemple, si celui-ci est mieux payé que celui qu'elle a actuellement. C'est pour dire, en fait, on parle souvent de notre point de vue d'occidental sur ce Moyen-Orient qui paraît encore à l'âge des ténèbres. En fait, il y a des gens c'est pas spécifique au Moyen-Orient. Enfin, il y a des gens qui sont carrément beaucoup plus émancipés et émancipateurs que notre Occident à nous, quoi. Effectivement. Et donc, voilà, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Et donc, la question que j'ai envie de poser à Sud, moi, c'est un peu, est-ce qu'il y aura une suite à la manifestation de la semaine dernière ? Est-ce que d'autres mouvements sont prévus ? Est-ce que des actions Alors, c'est compliqué de le dire. Ce soir même à Paris, va être appelé par Solidaire Étudiant, qui est notre fédération nationale, une réunion unitaire avec les organisations syndicales et les organisations de jeunesse qui ont participé au 16 octobre la dernière fois, pour éventuellement déboucher sur de nouvelles perspectives. Bon, la mobilisation du 16 à Lille comme ailleurs, elle a pas été décevante, faut dire ce qui est, mais elle n'a pas non plus été une franche réussite. Donc l'idée c'est de continuer à montrer au gouvernement, à Thierry Mandon, au Premier ministre, Manuel Valls en effet, qu'on est là, qu'on a des revendications précises pour nos universités en termes de moyens, mais pas uniquement, aussi en termes de pédagogie. Et pour le statut de l'étudiant aussi. Voilà, oui, tout à fait, le statut de l'étudiant qui n'est pas considéré comme un travailleur, sur lequel on pourrait débattre beaucoup, mais pour nous, les étudiants sont des travailleurs, à ce titre, ont droit à un salaire comme tous les travailleurs. Et puisque visiblement on n'aura pas le temps d'en parler, justement de notre proposition de salaire socialisé, on peut vous inviter à aller voir une vidéo
qui peut expliquer. Oui, elle a fait le tour du net. C'est une vidéo qui s'appelle Bernard Friot, le salaire à vie, et c'est le youtubeur Usul qui l'a faite. Elle est parue il y a quelque chose comme 3 semaines, il me semble. Elle a fait un peu le buzz sur les internets. Enfin, les internets Elle tourne pas mal en ce moment. Voilà, et elle explique assez bien ce que cette idée de travail, et cette idée de travail comme pas juste le salariat, mais comme production de valeur, et ça peut être de la valeur intellectuelle, comme le font aussi bien les étudiants et les étudiantes. Voilà, du coup on va pouvoir se quitter là-dessus. Et effectivement, on vous donne rendez-vous donc sur Radio Campus jeudi prochain à 14h. Avec les organisations syndicales qui auront envie de venir avec nous rejoindre. Et à bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir.